Le thé noir. En Occident, le thé noir, c'est tout simplement le thé. Le thé du boulanger, le thé du petit déjeuner, ce qu'on trouve dans le sachet. Il représente environ 75% de tout le thé consomme dans le monde. Sa caractéristique principale est l'oxydation complète. Après la cueillette, les feuilles sont fanées, roulées pour briser leurs parois cellulaires, puis laissées à s'oxyder complètement, parfois pendant des heures. Les enzymes interagissent avec l'oxygène, les polyphénols se transforment, la feuille noircit, et la saveur passe de verte et herbacée à malty, parfois boisée, parfois fruitée. Le processus est irréversible. Le thé noir en tant que catégorie a été développé en Chine, dans la province du Fujian, probablement au XVIIe siècle, bien que l'origine exacte soit disputée. La Compagnie britannique des Indes orientales achetait d'énormes quantités de thé chinois au début des années 1700, et le déséquilibre commercial était si sévère, l'argent quittait la Grande-Bretagne, rien de valeur équivalente ni entrée, que la compagnie tenta finalement de le rééquilibrer en vendant de l'opium en Chine. Cet arrangement conduisit à deux guerres. Parallèlement, les Britanniques avaient tenté de briser le monopole de la Chine sur la production de thé. En 1848, un botaniste nommé Robert Fortune traversa la Chine de Guise, faisant sortir en contrebande des dizaines de milliers de plants et de graines de THE, ainsi que des ouvriers du thé expérimentés, pour les livrer aux nouvelles plantations de la Compagnie des Indes orientales en Assam et à Darjeeling. Le thé indien s'imposa en l'espace d'une génération. Le profil de goût du thé noir d'Assam, épais, vif, malt, et ce que la plupart des gens entendent quand ils disent vouloir une tasse bien forte, le chai. En hindi, et dans la plupart des langues d'Asie du Sud, chai signifie tout simplement de. Le mot vient du mandarin cha, qui se propage vers l'ouest par les routes commerciales. Quand les anglophones disent chai tea, ils disent de. Ce qu'ils veulent dire, c'est le masala chai, le thé au lait épice, qui est une préparation spécifique. La recette de base varie selon les régions, les foyers et les vendeurs, mais l'architecture standard comprend du thé noir, du lait, du sucre et un mélange d'épices réchauffantes, de la cardamome presque systématiquement, puis une combinaison de gingembre, de cannelle, de clous de girofle, de poivre noir et de badiane. Le mélange est directement porté à ébullition ensemble, plutôt qu'infuse séparément, ce qui produit une saveur plus forte et plus intégrée. Le masala chai en tant que boisson de rue largement consommée est en partie le produit de la promotion coloniale britannique du thé lacé. L'Indian Tea Association, au début du XXe siècle, a activement encouragé la consommation de parmi les travailleurs indiens et le marché intérieur. Avant cette campagne, le thé n'était pas une boisson quotidienne standard en Inde. C'était un produit d'exportation coloniale. Les chaiwalas de l'association, vendeurs de The Post dans les usines, sur les quais de gare et dans les marches, ont essentiellement créé cette habitude. Ce qu'ils ont créé a finalement diverge bien au-delà du produit qu'ils vendaient à l'origine. Les mélanges d'épices utilisés dans le masala chai ont des racines profondes dans la médecine ayurvédique, antérieures au de lui-même. Les Britanniques ont apporté la plante. Le sous-continent en a fait autre chose. La version vendue aujourd'hui dans les chaînes de caves occidentales, sucrée, fortement épicée, souvent composée de plus de sucre que de quoi que ce soit d'autre, serait méconnaissable pour un chaiwala de Mumbai. L'Earl Grey. Le nom fait référence à Charles Grey, le premier ministre britannique en fonction de 1830 à 1834. Le The qui porte son nom est un thé noir aromatise à l'huile de bergamote, la bergamote étant un petit agrume cultivé principalement en Calabre, dans le sud de l'Italie. Le fruit lui-même est peu consomme, l'essentiel de sa valeur commerciale provient de son écorce, pressée à froid pour en extraire l'huile utilisée en parfumerie, et dans ce thé. La façon dont Grey se retrouve associé à cette huile est franchement peu claire. L'histoire la plus répandue implique un diplomate chinois offrant un thé aromatise à la bergamote à Grey en geste diplomatique, mais il n'existe pas de traces historiques solides de cela, et les versions de l'histoire se contredisent. La famille Grey a revendiqué la paternité du mélange pendant des générations. Twinings a commencé à le commercialiser dans les années 1830. Quelle qu'en soit l'origine, la combinaison de saveurs, l'astringence du thé noir face aux agrumes vifs, presque floraux, de la bergamote, s'est avérée extraordinairement stable en tant que produit commercial. L'Earl Grey est en production continue depuis plus longtemps que la plupart des frontières nationales n'existent sous leur forme actuelle. Il existe aujourd'hui des dizaines de variations. Le Lady Grey ajoute du zeste de citron et d'orange, le Russian Earl, Grey ajoute de la citronnelle, et certaines versions utilisent une base de thé vert ou de rooibos plutôt que de thé noir. La version canonique utilise du thé noir de Ceylan ou de Darjeeling. Le compose odorant de la bergamote, le linalool, se trouve également dans la lavande, ce qui explique en partie pourquoi le thé est perçu comme simultanément vif et doux. Le thé vert. Tout le thé provient de la même plante, Camellia sinensis, et ce qui distingue le thé vert de tous les autres, c'est ce qui se passe dans les premières minutes après la cueillette des feuilles. La chaleur est appliquée presque immédiatement. Vapeur au Japon, torréfaction à la poêle en Chine.
Cette chaleur désactive les enzymes qui, autrement, oxydent bien la feuille et la font noircir. La feuille reste verte, la saveur reste herbacée, végétale, parfois douce, parfois amère, selon la durée et la température. La Chine conserve des traces écrites sur le thé vert, remontant au IIIe siècle environ, bien que la mythologie repousse l'origine bien plus loin. L'empereur Shen Nong, vers 2737 avant Jésus-Christ, une feuille tombant dans de l'eau bouillante. Cette histoire est presque certainement inventée, mais elle a la vie dure. La diffusion réellement documentée commence avec des moines bouddhistes, qui ont transporté la culture du œuf de Chine au Japon vers le IXe siècle. Les thés verts japonais et chinois ont alors fortement divergé. Les variétés chinoises comme le Longjing, originaire de Hangzhou, sont torréfiées dans des wok et ont un goût plat et net. Les variétés japonaises comme le Sencha sont traitées à la vapeur et ont une qualité marine plus prononcée, presque évocatrice d'algues. Cette différence, vapeur contre feu, produit deux profils de saveurs complètement distincts à partir du même ingrédient de base. Le gyokuro, le œuf vert japonais standard le plus cher, est cultivé à l'ombre pendant 3 semaines avant la récolte. Bloquer la lumière du soleil force la plante à produire plus de chlorophylle et plus de L-théanine, un acide amine qui atténue l'amertume et contribue à l'éveil calme que les amateurs de The Decrevent depuis des siècles sans connaître la chimie qui le sous-tend. Le matcha. La même méthode de culture à l'ombre utilisée pour le gyokuro est employée ici, mais poussée plus loin. Après la récolte, les tiges et les nervures sont retirées des feuilles. Ce qui reste est le tencha. Le tencha est broyé à la meule, lentement, à basse température pour éviter que la chaleur ne dégrade la saveur, en une fine poudre. Le résultat est le matcha. Parce que toute la feuille est consommée plutôt qu'infusée puis jetée, les concentrations de caféine et de L-théanine sont nettement plus élevées que dans n'importe quel œuf vert infuse. Le matcha en tant que préparation formelle existe grâce à la cérémonie du thé japonaise, le shanoyu, qui a été codifié au XVIe siècle en grande partie par un marchand et maître de Nom Sen no Rikyu. Il oriente la pratique vers une esthétique du wabi, simplicité brute, imperfection, quiétude. Les bols en céramique utilisés lors de la cérémonie étaient délibérément irréguliers. Les salles étaient délibérément petites. Rikyu fut finalement condamné au suicide rituel par le seigneur de guerre Toyotomi Hideyoshi en 1591 pour des raisons qui ne furent jamais clairement expliquées. La cérémonie lui a survécu. Le matcha de grade cérémoniel est d'un vert vif et légèrement sucre, avec une longue finale umami. Les grades inférieurs ont un goût plus amer et sont désormais vendus dans tout, des lattes aux glaces en passant par les masques pour le visage. Le Japon produit la majeure partie du matcha de haute qualité mondiale, concentre à Uji, presse de Kyoto, et dans la région de Nishio, dans la préfecture d'Aichi. La plante est le même Camellia sinensis. La différence tient entièrement à la façon dont il est cultive et à ce qu'on fait de lui ensuite, le de oolong. Là où le de vert arrête l'oxydation tau et le thé noir l'amène à son terme, l'oolong vit dans l'espace entre les deux. Selon le producteur, l'oxydation est interrompue entre 15 et 85% du processus. Cette fourchette produit un éventail de tests qui n'ont presque rien en commun sur le plan gustatif, tout en qualifiant techniquement d'oolong. Un oolong légèrement oxyde de Taïwan, le baojong, parfois orthographie pouchong, et floral, presque crémeux, plus proche du thé vert par son caractère. Un oolong fortement oxyde des montagnes Wuyi dans le Fujian, comme le Daongpao, a un goût toast, minéral et dense, plus proche du thé noir. Le nom oolong se traduit approximativement par dragon sombre, bien que l'étymologie fasse l'objet d'explications concurrentes. Le thé est se produit dans le Fujian depuis au moins la dynastie Song, entre le Xe et le XIIIe siècle environ. Les oolongs des hautes montagnes de Taïwan, Alishan, Lishan, constituent un développement plus récent, faisant suite à la mise en culture à grande échelle de la chaîne centrale de montagne au XXe siècle. Cultivé en altitude, au-dessus de 1000 mètres, ralentit la croissance de la plante et concentre la saveur. La production d'oolong taïwanaise est désormais une catégorie artisanale sérieuse, avec des thés de domaines individuels se vendant à des prix rivalisant avec le vin de Bourgogne. Le processus de roulage et de mise en forme de l'oolong, soit en longues lanières torsadées, soit comprimes en petits granules, influence la façon dont la saveur se libère pendant l'infusion, les formes en granules nécessitant généralement plus de temps d'infusion pour s'ouvrir complètement. Le pu'er se prononce pu'er. C'est le seul de qui est intentionnellement vieilli, parfois pendant des décennies, et qui se développe par activité microbienne plutôt que par simple oxydation. Il vient de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, fabriqué à partir de la variété Assamica à grandes feuilles de Camellia sinensis. Il en existe deux types. Le pu'er cru, le sheng, et compresse en galette, et vieillit naturellement, la saveur évoluant lentement au fil des années, commençant par être astringente et herbacée,
pour s'adoucir vers quelque chose de terreux, souple et complexe. Le puer mûri, le chou, a été développé dans les années 1970 comme alternative accélérée. Les feuilles sont empilées en tas, maintenues humides et chaudes et laissées à fermenter pendant 40 à 60 jours sous une activité microbienne qui reproduit des années de vieillissement naturel. Le résultat a un goût sombre et terreux dès le début, parfois décrit comme un sous-bois humide ou du bois vieilli. Les galettes de puer sont comprimes en formes diverses, disques plats, formes de champignons, coupes en nids d'oiseaux, en partie pour le stockage, en partie pour le transport le long de l'ancienne route du thé et des chevaux, un réseau commercial reliant le Yunnan au Tibet, actif pendant plus de 1000 ans. Les chevaux descendaient donc vers le sud, le thé montait vers le nord. Au Tibet, le puer était mélange avec du beurre de yak et du sel, une préparation qui existe encore. Le sheng vieilli des bonnes années de production est désormais un marge de collection. Les galettes des années 1980 et antérieures se négocient à des centaines ou des milliers de dollars. Et le marché attire suffisamment de spéculation et de fraude pour que la vérification de l'authenticité soit devenue une industrie à part entière. Le rooibos se prononce rooibos. Ce n'est pas du de au sens botanique du terme, il provient d'Aspalathus linearis, un arbuste qui pousse uniquement dans les montagnes du Cederberg, dans la province du Western Cape en Afrique du Sud, dans une petite région située à environ 200 km au nord du Cap. La plante ne pousse nulle part ailleurs dans le monde sans aide à la culture, et les tentatives de culture en dehors de cette région ont largement échoué. Les peuples indigènes Khoisan l'utilisaient bien avant la colonisation européenne. Le mot afrikaans rooibos signifie buisson rouge. Les feuilles sont oxydées après la récolte, ce qui les fait passer du vert à une couleur rouille profonde et adoucit la saveur de quelque chose d'astringent à quelque chose de rond, légèrement sucré terreux. Il est sans caféine, ce qui est inhabituel pour quelque chose commercialisé comme alternative au TO. Il ne contient pas d'acide oxalique, ce qui signifie qu'on peut en consommer en grande quantité sans le risque de calcul Renault, associé à une forte consommation de thé noir, un argument que l'industrie de la santé sud-africaine a largement exploité. La production commerciale du rooibos a été essentiellement inventée dans les années 1930 par un immigrant russe nommé Benjamin Ginsberg, qui a travaillé avec les communautés locales pour développer les premières opérations de culture et de séchage à grande échelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les perturbations du transport maritime mondial ont coupé les approvisionnements asiatiques en Afrique du Sud, et la consommation de rooibos s'est alors fortement développée pour combler le vide. Elle n'a jamais vraiment reculé. Le rooibos vert, non oxyde, existe en tant que produit plus récent, plus léger en saveur et plus riche en antioxydants. Mais la version rouge reste ce que la plupart des gens entendent par ce mot.